Moi, je trouve que la technologie, c'est magique. Si j'étais Guillaume Lemaitre-Vierge, je vous ferais une chanson avec ça, puis je ferais la split à la fin. Malheureusement, je ne suis ni un. D'abord, je ne suis pas Guillaume Lemaitre-Vierge. Deuxièmement, je suis tellement pas flexible. Hors OK, de là, question. tu parles de Guillaume Lemaitre-Vierge qui chante une chanson et qui fait la split. Est-ce que tu confonds pas trois Mais absolument personnes? pas. Celui C'est qui la faisait la génétique split, c'était fantastique. pas. Écoute, les gens qui ont notre âge vont s'en rappeler. Ils faisaient une publicité à l'époque, puis c'était définitivement ça qui se passait. Ils chantaient, puis ils finissaient avec un grand écart de mémoire, là. OK. Écrivez-nous, commentez dans les commentaires Ah, merci. si Ben oui, c'était c'est le bon bien moment pour ça. le dire. Ben oui, c'est ça. Il vient de dire une grosse énormité, celui-là. Non, Vite, non, mais réagissez. moi, j'associe ça à deux. Écoute, Guillaume Lemaitre-Vierge qui chante, je savais pas. Et puis qui fait la Je split, pense il me semble que c'était un écoute, autre. C'était celui qui animait la guerre des clans, oui, Luc Sonnet, mais c'était Luc pour Sonnet, qui faisait la participation, je split. crois, à Guillaume Lemaitre-Vierge. Luc Sonnet, c'était pour bien finir la guerre des clans. C'était pas la même chose. C'est ça. Fait que là, je me demandais si tu confondais pas tous ces Non, non, gens-là. non, je pense qu'il y a un historique de grand écart à la télé. Et on vient de souligner deux moments, deux faits saillants. Cette semaine, aux enfants de la télé, le grand écart à la On fait télé. la split. Bonjour, Alain McKenna, content de te parler. Salut, On va parler Pascal de Forget. technologie. Aïe, 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 je vais tout de suite passer en mode balado. Bienvenue tout le monde à une tasse de tech. C'est jeudi midi. Je pense que la météo de la dernière journée. Je ne sais pas chez vous. Chez moi, il y a encore de la neige sur les voitures, il y a encore de la neige sur le gazon. Et, Il neige en ce moment chez moi. Là. Sur le plateau Mont-Royal, là, il y a de la petite neige qui tombe. C'est décourageant. et, écoute, je ne veux pas rendre ça trop grave et trop sérieux, mais tu sais, ce qu'on dit des changements climatiques, c'est que les extrêmes sont de plus en plus. Demain, il va faire 17 degrés. Après-demain, on va se baigner. Tu sais, c'est un peu les extrêmes qui arrivent plus rapidement. Ça, Et la vie. en ce moment, on écoute une tasse de tech ou on regarde une tasse de tech en Oui, direct ou en différé. oui. D'habitude, c'est toi qui le dis, mais je trouve ça tout le temps Tu cool quand permets tu de le dis. prendre le relais. Exactement. Bien fait, merci. Nous sommes en direct, évidemment, sur notre page Facebook. On le fait en vidéo, en prime de ce côté-là. Donc, les gens qui nous regardent, bonjour. Et ceux qui nous écoutent, naturellement, nous sommes aussi sur les plateformes balado, on l'a déjà dit, grâce au groupe C23, partenaire qui est du grand groupe Cogeco. Euh, Cogeco qui ne fait pas dans le sans-fil, hein, on a rigolé là-dessus la semaine dernière, et qui donc n'a pas vécu de panne cette semaine, contrairement à d'autres. Je vais dire Rogers, juste pour le dire vite. Ben non, mais c'est important de le mentionner. Ça a quand On a su même c'est quoi? On a su c'est affecté. quoi le problème? Ça m'a pris du temps à le découvrir. Finalement, c'est un problème de quoi? De fournisseur d'équipementier? Ce serait causé par une mise à jour qui a été effectuée avec Ericsson. Ericsson, qui est un fournisseur d'infrastructures. Donc, on s'entend que c'est loin, là, c'est les tours, les relais. Donc, c'est pas plus spécifique dans la nouvelle. Mais ça a été réglé. Rogers va offrir un remboursement d'une journée de service aux abonnés qui ont été touchés, c'est-à-dire tout le monde. Mais je trouve ça peu comme conséquence parce que beaucoup d'entreprises, des gens qui travaillent à la maison, on parle des livraisons, les livreurs qui dépendent d'une connexion cellulaire pour coordonner leurs allées et venues. Communauto, le service d'autopartage a été perturbé toute la journée. Je crois que leurs voitures ont le réseau de Rogers. C'est des conséquences économiques assez importantes, surtout dans un contexte où le télétravail est assez fondamental. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il faut avoir des conséquences plus graves, peut-être je dirais pas poursuites, mais peut-être des requêtes organisées pour tenter d'avoir une Avoir des compensation recours, plus. ouais, effectivement. Cela dit, Rogers peut se défendre en disant que c'était pas l'opérateur qui a le plus grand historique de failles Mm, dans le mm. passé récent. Donc, Ah non, non, c'est ça, c'est pas pour jeter le blanc, mais une bonne sagesse. l'erreur Ah, est ben, c'est ça. humaine. Sauf qu'effectivement, Euh, au prix qu'on paye au Canada, on s'attendrait à ce qu'au moins il n'y ait pas de panne. c'est, je sais que... Et puis, Ouais. il y a aussi, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour coordonner la panne et le réseau. Peut-être que ça aurait aidé. Je ne sais pas, hein. Je sais que ben, il y a beaucoup de choses, hein, l'intelligence artificielle qui se passe en ce moment. Il y a, on parlait cette semaine dans le journal, Intel va investir avec le Mila, qui est un spécialiste d'intelligence artificielle pour la recherche médicale à Montréal. Au même moment, l'Europe a annoncé qu'ils allaient encadrer. On pourra plus. J'ai hâte de voir parce que ça reste vague, là, mais en gros, en Europe, on s'inquiète des répercussions de la reconnaissance faciale Mm. automatisée, surtout dans la question de la vie privée et des forces policières qui pourraient en abuser. Donc, c'est un enjeu assez important. Je ne sais pas si ça va affecter la recherche en intelligence artificielle ici, mais ce sera à suivre. On aura peut-être quelqu'un, on pourrait avoir quelqu'un du Milan, on pourrait avoir quelqu'un en intelligence artificielle qui viendra nous parler de ça, ça pourrait être le fun.
on verra bien. Parlant de choses, de gens qui peuvent venir à la balado, aujourd'hui, on va parler avec Elliot Daigneault, qui est le créateur d'une plateforme qui s'appelle BizBizShare. Et je pense que ça a un lien avec les abeilles, mais non. C'est une plateforme où on peut trouver les contracteurs qui veulent, par exemple, rénover une maison ou qui veulent construire un projet de construction quelconque, peuvent trouver des fournisseurs là-dessus et même des entreprises qui sont d'autres contracteurs ou d'autres entreprises similaires qui ont de l'équipement qui traîne dans leur cours et qui n'est pas utilisé. Donc, au lieu d'aller louer, par exemple, une pépine ou à quelqu'un qui va te charger la totale, tu peux le faire d'une autre entreprise qui pourrait même être un concurrent, mais qui a de l'équipement qui dort. Donc, ça te permet de sauver des sous et de générer des revenus. Un peu un Airbnb de l'équipement de construction, des choses comme ça. On va en parler tout à l'heure. Après ça, j'ai rencontré, et c'est la première fois qu'on va le faire, on va passer une entrevue que j'ai enregistrée sur Teams la semaine dernière avec Jean, mon Dieu, je l'ai noté plus loin dans mes notes, Jean-Philippe Courtois, qui est le vice-président senior et président des opérations mondiales de marketing et de vente chez Microsoft. Genre le numéro 3 de Microsoft dans le monde. Quand même. Il nous a parlé de Montréal. Montréal, Microsoft, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu sais, Nuance, il y a un labo qui a été. Là, Microsoft espère racheter Nuance. Il y a déjà beaucoup de gaming, beaucoup de jeux vidéo pour Microsoft à Montréal. Il y a de la recherche aussi en intelligence artificielle. Il y a de l'info nuagique, bref. Et si j'ai bien compris, il y a la volonté de créer un gros bureau, un gros local, une présence forte et unifiée de tous ces groupes-là au sein de Microsoft à Montréal. Donc, on va parler avec lui, on va en parler tout à l'heure. Mais avant, Pascal, encore une fois, grosse semaine en actualité, il y a eu des nouveaux produits d'Apple qui sont assez cool quand même. Oui, je pense on va consacrer notre bloc d'actualité à ces nouvelles-là. Je pense que c'est le fun d'en parler. Premièrement, parce qu'il y a eu un paquet de nouveautés. On en a sorti 4 qui sont les faits saillants. Les plus marquantes. Il y a le iMac de 24 pouces. Quand je l'ai vu, je pensais que c'était un iPad sur un support. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était un iMac. Il est tellement mince, il fait 11,5 mm d'épaisseur. Donc, on est loin, loin, loin du premier design du iMac qui était un gros demi-cercle, un gros truc sur un bureau comme ça qui était magnifique. Mais là, il est maintenant superbe. Il est en 7 couleurs. Donc, on peut se le procurer en toutes sortes de couleurs et tout est coordonné. Le clavier est coordonné, la souris, le fil. Le fil qui est magnétique, le fil d'alimentation électrique qui est magnétique, qui sert aussi de fil Ethernet. Je trouve ça très chouette pour ne pas avoir un deuxième câble qui se branche à l'arrière si on tient à avoir une connexion filaire à son iMac. C'est le modèle de 24 pouces qui a été mis à jour. Ceux qui veulent le modèle de 27 vont devoir attendre un petit peu. Évidemment, ils ont l'affichage Liquid Retina XDR à 10 000 millions de mini-LED. C'est 10 000 beaucoup de mini-LED. On s'entend que Retina, c'est un terme de marketing. Il n'y a pas pas un standard de l'industrie. Ça varie d'une machine à l'autre, donc ça ne veut pas dire grand-chose en soi, mais habituellement, c'est des écrans qui sont bien calibrés, qui sont très agréables à regarder. La caméra frontale de 12 mégapixels nous suit. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on a sur plusieurs webcams depuis un petit bout de temps, mais maintenant, c'est intégré dans les Mac. Donc, ça va. Ah, ça, c'est avec l'iPad, je m'excuse. C'est avec l'iPad, la caméra FaceTime. Qui était 1080p, donc c'est plus 720. HD pour une fois, on rehausse la qualité de la caméra frontale. Là, on va avoir, ça devrait faire des meilleures vidéoconférences. Il n'y a pas la fonction qui permet de se déplacer, c'est seulement sur l'iPad. Ils ont un nom pour ça, je pense que c'est Center Stage, je crois. Center Stage, exactement. Donc, c'est drôle parce que j'ai failli l'activer avec ma webcam pour montrer l'effet que ça donne. C'est quand on se déplace, la caméra, le champ virtuel de la caméra nous suit. Et le clavier, c'est ça, tout est intégré de couleurs de son choix. Je trouve ça très chouette. Il y a le Touch ID qui est intégré dans le clavier. Donc, on peut déverrouiller à partir de son clavier sans fil son iMac. Ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas offert sur le modèle à 1 600 $. Le modèle d'entrée de gamme est un peu bridé. Il n'y a que 2 ports à l'arrière, 2 ports USB. Le processeur est un peu moins performant. L'unité graphique est un peu moins costaude. 7 processeurs, 7 cœurs au lieu de 8. Et il n'y a pas le Touch ID. J'imagine que c'est des ordinateurs qui vont être plus utiles pour l'école ou pour des entreprises. Pour un ordinateur personnel, moi, je paierais le modèle un peu plus coûteux, qui a plus de stockage,
qui a le Touch ID et qui va avoir un processeur un peu plus costaud. C'est ce que je ferais. C'est 1 800 $. Donc, ça commence à être... On ne s'en sort pas en bas de 2000, là, taxes incluses et tout. Ouais, c'est cher pour nos affaires de bureau, mais c'est une belle machine. Mais c'est une tellement belle machine. Et évidemment, c'est avec le nouveau processeur M1. Donc, je n'ai pas vérifié, mais je crois est-ce qu'il y a un ventilateur? S'il y a pas de ventilateur, c'est un point de vente extraordinaire parce que s'il n'y a pas de Non, parce que bruit. c'est un voyons, système de rafraîchissement passif. C'est des alliages. En tout cas, évidemment, on ne le saura Exact. pas parce qu'on ne l'ouvrira jamais, sauf peut-être à effet Fixit, mais il y a effectivement, c'est passif. C'est du métal qui conduit la chaleur. Ben, c'est ça. Donc, ça, c'est un point. Ça, c'est fantastique parce qu'un ordinateur, normalement, quand tu le fais travailler un peu, le ventilateur s'active. Si on enlève ça, on enlève un irritant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'embête là, quand l'ordinateur fait bourdonne, tu l'éteins, tu fais ouf. Ouais. C'est le fun. Il y a aussi l'iPad Pro qui a été oui, mis à jour. même chose du côté du iPad Pro, hein, même processeur M1, ça devient un peu mêlant si vous magasinez un ordinateur. Strictement sur la question des performances, là, ce que j'y vais avec un MacBook ou un iPad Pro, parce que c'est un peu ça pour Apple, c'est un produit qui est présenté comme une tablette, mais qui peut aussi remplacer un ordinateur personnel. Oui. Processeur M1, donc, écoute, 2 versions de iPad Pro, 11 pouces et 12,9 pouces de diagonale. Lui aussi a un affichage des de Retina XDR qui utilise en fait 10 000 mini-DEL. C'est comme une nouvelle façon de présenter la chose chez Apple sans dire qu'on a de la MOLED. Lui aussi, caméra frontale qui est améliorée. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, dans ce cas-ci, la caméra frontale fait 12 mégapixels en passant, quand même pas rien, et vous suit partout. Donc, si vous vous déplacez pour faire des conférences, c'est l'appareil qui le fait. Ce n'est pas l'application que vous utilisez pour faire la conférence. Donc, c'est quand même pas si mal. Bon, écoute, iPad, c'est un paquet d'affaires, là, mais dans son cas, il y a des accessoires pour le rendre un peu plus en format ordinateur. Ça commence à 240 $ pour les espèces d'étui clavier, donc c'est pas nécessairement donné, là. L'iPad de base est à 1000 $ et à ce prix-là, vous avez 128 gigaoctets de stockage, et c'est ça qui me fascine. On peut avoir jusqu'à 2 téraoctets de stockage sur iPad Pro. Ça commence à faire beaucoup de stockage pour un appareil qui est somme toute très portable. On peut l'avoir en version Wi-Fi 6, donc le plus récent protocole Wi-Fi. Et on peut aussi l'avoir avec Wi-Fi et 5G. Donc, on met sa carte SIM comme d'habitude. Et c'est peut-être même pas du SIM, c'est du eSIM, je n'ai pas vérifié. Mais on peut avoir une connexion 5G qui est plus appropriée dans un contexte de grand écran et de productivité que ce le serait dans un téléphone. Parce qu'en fin de compte, la 5G dans un téléphone, c'est un peu, c'est pas top, là. Mais il faudrait, en tout cas, on va voir. Et l'autre truc qui, à mon avis, est un petit peu un élément assez important, même si c'est un peu, c'est pas écrit en gros dessus, un port Thunderbolt, équipe ces nouveaux iPads-là, qui offre une plus grande compatibilité avec des périphériques externes. On peut le brancher dans un moniteur plus facilement. Moniteur on peut vraiment le transformer en un appareil de bureau complet avec un clavier, tout le kit. Donc, c'est même pas banal. Ça commence, je le disais, à 1000 $. On peut facilement monter à 2000 $ en l'équipement comme il faut. Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessairement abordable, mais c'est une belle machine. J'avoue que, à peu de choses près, ça remplit effectivement la promesse de remplacer un ordinateur portable complet parce qu'essentiellement, ça fait tout. Oui. La différence étant que par rapport à un Mac, par exemple, un Mac, c'est basé sur l'interface ordinateur très classique, un fichier bureau Finder là, avec tout le kit. Alors que du côté tablette, on est plus en mode application et en mode média, disons. Mais à la fin de la journée, je pense qu'on peut pratiquement faire pas mal la même chose avec les deux. Là, depuis que les outils, par exemple, Photoshop, tout ça, c'est porté en version mobile. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire sur une tablette. Donc, un choix de plus pour magasiner une belle machine. Parlant de choix de plus, il y a aussi une nouvelle version de l'Apple TV. Hein. L'Apple TV qui est 4K, évidemment, c'est pas la première, c'est une version améliorée du Apple TV 4K avec un processeur A12 Bionic, processeur rapide avec HDR amélioré, donc on a plus de couleurs, on peut percevoir, afficher plus de couleurs. Ce qui m'embête, c'est que c'est 229 $ pour le modèle avec 32 GB de stockage. Évidemment, on peut y installer des applications, des jeux, toutes sortes de trucs, mais je trouve que c'est très, très cher par rapport aux options pour regarder sa télé dans son ordinateur de la concurrence, Roku ou Amazon TV, les petits adaptateurs qui sont pour moins de 50 $. Il y en a à moins de 100 $. Il y a même le Streamcast
de Roku, qui était une petite barre de son qui fait très, très bien le travail, sensiblement pour le même prix, et qui sont plus polyvalents comme option pour sa télé, là, pour gérer différents canaux, différents services. Habituellement, c'est plus rapide avec Roku qu'avec Apple, par exemple. Il y a une télécommande qui est améliorée parce que la télécommande n'était pas très appréciée dans le modèle précédent. Et pour ceux qui se demandent, ah, j'aimerais ça avoir la nouvelle télécommande, on peut se l'acheter individuellement aussi pour évidemment un prix élevé. Mais ceux qui veulent remplacer leur télécommande, c'est possible avec le nouveau Apple TV 4K. Apple, c'est juste pour la télécommande. Là. Siri dans la télécommande, je ne sais pas à quel point. Les autres le font aussi, puis personnellement, je m'en sers pas. Ben, c'est ça. Moi, je parle pas, je parle rarement, malgré l'accent qu'on met là-dessus, de parler à son téléviseur pour diffuser quelque chose. Et si on a perdu sa télécommande, on va On ne peut-être peut pas pouvoir. l'attacher aux AirTags. Il n'y a pas de petit. Il faudrait probablement avoir un velcro, je ne sais pas quoi, mais ça, c'est l'autre truc qui a été présenté. Puis, j'aurais aimé ça vous les présenter parce qu'ils sont dans le camion UPS, mais le camion UPS est retardé. Je vais les avoir seulement demain. Les AirTags sont un peu comme les Galaxy Tags de Samsung, là, des petits accessoires un petit peu ronds qu'on accroche à des objets, que ce soit on peut glisser dans son portefeuille, le mettre dans un porte-clés. Des choses comme ça. Ça utilise une combinaison de protocole sans fil. Le plus évident était le Ultra Wideband qui permet de les localiser à, écoute, 1 centimètre près là, sur le téléphone. Ça fonctionne avec l'iPhone. Et sur l'iPhone, ça pointe vraiment très précisément là où se trouve l'appareil qu'on recherche. Ce sont des petits accessoires. Écoute, je ne sais pas à quel point c'est un game changer, comme on dit en bon français, mais il y a une demande pour ça. Il y avait déjà les produits TARS qui ont un petit peu lancé cette mode-là il y a quelques années, qui là se trouvent tout d'un coup, wow! Et ils viennent de se faire voler leur marché par Ah, Apple et d'autres fabricants. Donc, ça fait 1 an qu'Apple met les bâtons dans les roues de Tile. Tile qui est allé au Congrès américain pour pratique anticommerciale. Il faut dire que eux, leur protocole n'utilisait que le Bluetooth, pas le Bluetooth et le Ultra Wideband. Mais encore une fois, si tu n'as pas accès aux informations d'Apple pour savoir quels appareils sont compatibles avec le Ultra Wideband, les options de localisation, et ainsi de suite, tu ne peux pas développer un produit similaire à ce que les AirTags font. Exact. Les AirTags sont plus ou moins compatibles avec différents appareils qui ne sont pas nécessairement des appareils iPhone. Ce n'est pas clair encore, j'ai hâte de l'essayer pour voir, mais il manque d'interopérabilité entre tous ces gadgets-là. L'idéal, ce serait que tous puissent fonctionner sur le même protocole parce qu'à un moment donné, là, ça va être compliqué. Là, on change de téléphone, il va falloir complètement changer tous nos gadgets. Ça va complètement tuer ce marché-là. Donc, il va falloir que les fabricants fassent attention à ça. Ce qui est drôle, c'est que quand tu dis qu'il y a une certaine interopérabilité, ce que j'ai compris, c'est qu'une fois qu'il est perdu, une fois qu'il est signalé comme perdu, le petit AirTags, tous les iPhones autour peuvent le détecter. Même principe qu'avec les appareils Samsung, sauf qu'il n'y a pas d'informations personnelles qui sont dévoilées. Genre, tu ne sais pas qu'il y a un AirTags qui ne t'appartient pas près de toi. Mais une fois qu'il est déclaré volé, tu peux approcher ton téléphone en NFC et lire l'information, un message d'alerte qui dit « Je suis perdu, contactez-moi, voici mon numéro de téléphone », même avec un téléphone Android, du moment qu'on a le NFC. Mais évidemment, il y a aussi des appareils... parce que je me rappelle de ça, il y a la compagnie hollandaise Van Hoof qui fait des vélos. Le protocole est déjà compatible avec ce protocole-là de l'application Find My, qui est localisée en français. Ben, Find My a été ouvert récemment pour permettre à tous les accessoires. Je suis surpris d'ailleurs que la télécommande de la Apple TV ne semble pas compatible avec Find My. Ou avec AirTags, ça aurait pu être intégré. Surtout l'Ultra Wideband, parce que dans le fond, dans le monde où elle est où, on le sait, mais dans le sofa, ça serait effectivement. Ben oui, imagine. Non, mais tu sais, comme exemple, tu intègres la puce, tu intègres l'équivalent d'un AirTags dans ta télécommande, tu intègres l'équivalent dans ton iPad, tu intègres l'équivalent. Et là, tu peux donc trouver tes objets dans ta maison. Ça va évoluer, on le sait. Ils font ça. Je suis surpris qu'Apple n'ait pas d'emblée annoncé dans ces nouveaux appareils. Ça aurait été assez chouette. C'est vrai. Directement. C'est pas donné, par exemple, c'est 40 chacun en dollars canadiens. 30 pour un paquet de 4. C'est le genre d'affaire qu'un fournisseur qui, tu sais, un Rogers, justement, ou un TELUS ou un Bell qui vous vend un téléphone pour inclure en cadeau. C'est le genre de gadget que les fabricants, les fournisseurs aiment beaucoup offrir en bonus pour les clients. Donc. Et ce serait tout à fait logique d'avoir un étui avec un petit... Parce que les accessoires sont chers pour les AirTags, hein, parce qu'on s'entend que c'est un petit objet qui est comme une pièce de monnaie. Là. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... Donc, il faut le mettre dans une petite pochette, quelque chose pour l'associer à son appareil. Les trucs officiels d'Apple commencent à 39 pour le petit étui. Donc, il faut payer le même prix que le AirTag pour avoir
le petit anneau pour Pour l'accrocher à son l'embarquer dedans, ouais, c'est porte-clés. ça. Mais ça, pour ça, il va y avoir d'autres fabricants qui vont faire des Ah, choses moins Belkin chères. a déjà fait des accessoires moitié Ouais. moins chers. Là. Ouais. Donc, ça. De toute façon, on va revenir parce qu'on va les avoir, fait qu'on pourra en parler prochainement, sans problème. Merci Ça va. Pascal. C'était la nouveauté d'Apple de la semaine. Oui. De temps en temps, on fait ça, on parle d'un fabricant et c'était celui-là. On va passer à mon entrevue. Mon cher ami, je te laisse présenter le segment. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. D'ailleurs, ils ont une nouvelle campagne que je trouve très, très chouette qui s'appelle Chacun son domaine. On montre entre autres une entreprise qui fait de la viande de sanglier qui dit, nous, on s'occupe des sangliers, GoDaddy s'occupe de notre site, de notre nom de domaine et tout. Très belle campagne si vous voulez jeter un coup d'œil là-dessus. GoDaddy.ca si vous avez un site web à créer. Si vous voulez un site web, jetez un coup d'œil. C'est facile et professionnel et simple, simple, simple. Pascal, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout coûte plus cher en ce moment. Même si apparemment le taux d'inflation, lui, n'augmente à peu près pas. Puis c'est vrai, les matériaux, les services des professionnels, des choses comme ça, mais en même temps, il y a des entreprises qui ont accès à des produits, des services, des choses comme ça, qui dorment dans leur cours. Il y a comme une espèce de zone grise dans le marché là où des plateformes ingénieuses peuvent arriver et optimiser tout ça pour sauver des sous un peu tout le monde. C'est ce que propose BizBizShare, qui est une plateforme qui a été lancée il n'y a pas tellement longtemps, plateforme canadienne. Et on a avec nous son chef de la direction, Elliot Daigneault. Bonjour, Elliot. Bonjour, Alain. Comment vas-tu? Ça va bien. Est-ce que tu es dans une 5e dimension en ce moment? On dirait qu'il n'y a rien autour de toi. En fin de compte, je suis au paradis présentement. C'est ça. Ah bon? On dirait que vous êtes dans un univers parallèle flottant dans le Exactement. néant. En fin de compte, c'est parce que je suis backlit présentement. J'ai des fenêtres en arrière, donc ça fait en sorte, ça me donne un aura, un petit glow comme ça. Ben oui, ben Wow. écoute, c'est correct. Tu es là de toute façon pour. Tu arrives comme un peu un sauveur d'ailleurs pour certaines personnes avec ta En plein plateforme. milieu de l'entrevue, c'est ça. Mais oui. Ben oui, parle-nous un peu, qu'est-ce que vous faites exactement pour, concrètement là, chez BizBizShare? Oui, donc en fin de compte, BizBizShare, on est la plus grosse plateforme de partage de ressources entre entreprises. Donc, en fin de compte, on permet aux compagnies de partager entre eux leurs ressources utilisées. On peut penser machinerie, équipement. Et tout récemment, on commence à parler d'inventaire, de surplus d'inventaire. À cause du COVID, on a des ruptures de stock. On sait très bien que le bois d'œuvre, présentement, vaut plus que de l'or. Ah oui, c'est fou ça, oui, effectivement. C'est incroyable, honnêtement. On a posté un petit meme l'autre jour sur notre page Facebook qui disait « Montre-moi que tu es riche sans dire que tu es riche. » Puis c'est juste un gars avec du contreplaqué. Là. Donc, en fin de compte, notre plateforme permet justement à ces entreprises-là de se connecter entre eux et de les aider à trouver de l'inventaire. L'autre jour, en fin de compte, on a mis en contact un BMR de Trois-Rivières avec une entreprise de Rimouski. Donc, deux entreprises d'habitude qui ne feraient pas affaire ensemble à cause de leur géographie, mais que grâce à notre plateforme, ont été capables de combler un besoin. C'est ça, c'est que c'est des entreprises qui ont peut-être des surplus de stock et des entreprises qui sont en pénurie peuvent se connecter directement à travers votre plateforme. Parce que, évidemment, ça, c'est une plateforme interentreprise. Est-ce qu'au niveau consommateur, on peut quand même, parce que tu parles d'un BMR, est-ce qu'on peut inciter notre contracteur, notre fournisseur, peu importe, à utiliser ça dans des plans de rénovation, par exemple, des choses comme ça? Donc, présentement, on fait seulement affaire avec les compagnies. On est vraiment interentreprise, B2B, comme on dit. On songe à l'ouvrir au niveau consommateur aussi. Présentement, l'avantage compétitif qu'on a, c'est que notre système de transaction, en fin de compte, une fois que le produit a été trouvé et négocié, a été créé de toutes pièces pour les entreprises. Donc, on peut parler, tu es capable d'avoir un purchase order, un PO, d'aller chercher du transport, l'assurance, de négocier avec ton fournisseur directement, de créer un contrat. Et le paiement se fait de type avec des termes de paiement, en fin de compte. On suit vraiment le processus qu'une compagnie utilise d'habitude. Oui, votre plateforme est plus éclatée que juste un service de localisation. Il y a tous les outils transactionnels aussi. Complètement, complètement. En fin de compte, de A à Z, on s'assure vraiment de résoudre tous les points de friction pour que l'utilisateur soit capable facilement de trouver ce qu'il a besoin et de l'acquérir, bien sûr. C'est ça vraiment la beauté de la technologie. Le but, c'est d'augmenter la simplicité, l'efficacité et ou la confiance entre les parties. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire ici chez BizBizShare. Je regardais sur votre plateforme, il y a déjà des choses. Vous êtes présent au Québec, je pense que c'est relativement nouveau. Il y a quelques entreprises qui s'y affichent. Je pouvais, par exemple, m'acheter une plaque de métal, d'acier énorme. Là, bien, évidemment, je n'ai aucun intérêt à faire ça, mais j'imagine qu'il y a une certaine notion d'économie. Est-ce que vous avez chiffré le genre d'économie qui est possible de réaliser en faisant affaire avec les gens à travers votre plateforme? Donc, présentement, on ne le chiffre pas. C'est un projet, on était Vancity, en fin de compte, qui est le contrepartie de Desjardins au Québec. Donc, c'est une coopérative, mais en Colombie-Britannique. Veut faire affaire avec nous dans leur région.
Puis ils veulent vraiment qu'on développe un système qui est capable de quantifier justement ces économies, mais aussi les gaz à effet de serre. Donc, on est en discussion présentement. C'est un peu tôt. On veut être capable de le faire, mais pour nous, initialement, c'est vraiment de s'assurer qu'on avait une plateforme qui marchait bien, qui était capable de répondre aux enjeux et aux problèmes des compagnies. Donc, ça, c'est des beaux add-ons, mais qui vont venir un peu plus tard. Mais votre plateforme est fonctionnelle, donc les gens intéressés, les gens qui sont en entreprise peuvent tout de suite s'en servir. Là. Complètement. En fait, on est une entreprise, ça fait 6 ans qu'on a été formé il y a 6 ans. Le premier 2 ans, c'est vraiment pour développer la technologie. Elle a été développée complètement à l'interne au Québec par nos développeurs. On n'a pas outsourcé quoi que ce soit en Ukraine ou en Inde. On est commercial depuis le début 2017, donc ça fait, je vous dirais, un bon 3 ans et demi, 4 ans qu'on commercialise la plateforme présentement. Ouais. Mais j'ai vu sur votre site la genèse de la compagnie, comment c'est parti. Il y avait une pièce qui a brisé, les employés attendaient l'arrivée de la pièce, alors que la pièce était disponible dans la cour à côté. C'est ça que donc, vous pouvez dépanner. Il peut y avoir des demandes spéciales. On a besoin d'une pépine, on a besoin d'espace d'entrepôt. Et donc, on peut faire des appels comme ça si on a des besoins d'entreprise rapides sur BizBiz, puis quelqu'un peut dire ben oui, moi j'ai un entrepôt que je peux vous prêter ou j'ai tel type de tuyau que je peux vous filer. C'est exactement ça, Pascal. Donc, l'idée initialement, moi personnellement, j'habitais dans le temps en Alberta. J'avais 21 ans, j'étais jeune, je voulais une aventure, je voulais faire de l'argent facile aussi. Donc, je suis allé travailler là-bas. C'était moins facile que je pensais en passant, travailler des 13-14 heures par jour, 24 jours de suite. C'est souvent ce que les gens réalisent, effectivement. Tu as vécu ça. Ça a été une aventure, une expérience, c'est sûr. Mais c'est là que l'idée est venue, justement, oui. Une pièce de machinerie avait brisé et ça nous a pris 2 jours à la réparer. Le mécanicien, il devait venir à Fort McMurray. On était dans le nord, c'était compliqué. Et tu avais d'autres entreprises sur le chantier de construction, en fin de compte, de sable bitumineux, qui avaient la même pièce de machinerie. Donc, l'idée était, pourquoi qu'on ne va pas cogner à leur porte et dire, on en a besoin là, vous ne l'utilisez pas. Donc, quand on est revenu à Montréal, c'était l'idée qui a parti de l'entreprise. Et oui, sur BizBizShare, les compagnies qui ne sont pas capables de trouver ce qu'ils ont de besoin, exemple, font une recherche, une machine très précise. En fin de compte, je vais plugger ça. Il y a une compagnie qui nous a contactés hier. Ils cherchent, en anglais, c'est un jeweler's lathe. Donc, c'est comme une drill un peu, mais pour très petite. Ce n'est pas la drill industrielle qu'on penserait. Là. C'est vraiment sur une table. C'est fait surtout dans les petites pièces, en fin de compte. Et on ne l'a pas sur la plateforme. Donc, cette compagnie-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une demande, qu'est-ce qu'on appelle un request. Donc, ça laisse savoir à l'ensemble du réseau que cette personne-là cherche exactement cette pièce-là. Nous, de notre bord aussi, on a une équipe à l'interne. On les appelle les BizBizWiz, un petit nom rigolo. BizBizWiz! Oui, BizBizWiz. Écoute, on a été très créatifs là-dessus, mais ça fait rire le monde. Donc, c'est très drôle. Et donc, ces BizBizWiz-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à l'externe de notre plateforme pour voir s'il y a des compagnies qui ne sont pas encore jointes à BizBiz qui ont exactement cette ressource-là. Donc, pour nous, c'est non seulement du développement des affaires, mais on est capable aussi d'aider, et si on en trouve une, bien sûr, là, 2 parties prenantes qui sont contentes. Donc, on a le supplier, puis on a l'acheteur qui, du même coup, font affaire. Donc, on est très contents de ça. Est-ce qu'on a trouvé la pièce? Pas encore, ça fait 24 heures. Je ne vous cacherai pas, ça va sûrement nous prendre à peu près une semaine, à moins qu'il y ait des écouteurs, du monde, en fin de compte. Une audience, quelqu'un dans l'audience qui serait capable de nous aider. Contactez-nous. Oui, c'est un bon test. L'appel est lancé. On cherche comment on appelle ça, une perceuse industrielle de format miniature, c'est quoi? Bien, en fin de compte, un lathe, c'est comme une drill, en fin de compte. C'est utilisé pour machiner des pièces. Donc, ça s'appelle un jeweler's lathe. Donc, c'est plus pour un bijoutier. Donc, on peut penser fin, très petit, miniature. Donc, ce n'est pas vraiment la grosse pièce industrielle que tu vois dans une shop typique. Là. Est-ce que c'est des choses qui sont achetées ou louées ou empruntées? Parce que ça peut être, parfois on en a besoin le temps que la pièce arrive, on donne la nouvelle pièce, ainsi de suite. Ou on peut au contraire dire, écoutez, j'ai besoin de cette pièce-là pendant 2 jours, je vous l'emprunte, je vous la redonne, parce que c'est plus rapide que de la commander en Chine, justement. C'est plus rapide que de la commander d'Europe si elle est disponible dans la région. Très bonne question. On voit plusieurs choses. Pour la machinerie, c'est de la location des fois, ou même de la capacité excédentaire. Dire une machine CNC, là, c'est beauté à terre, ça pèse des tonnes, ça ne bouge pas. On ne se cachera pas. Tu ne viens pas louer ça, mais tu peux louer la capacité excédentaire de cette machine-là.
Donc, en fin de compte, c'est quand même le propriétaire qui va développer la pièce, mais c'est une machine qui n'est pas utilisée à temps plein. Donc, il y a ça. Sinon, l'inventaire, ça, bien sûr, ça change de main, on ne se le cachera pas. Donc, l'inventaire, ça, c'est acheté, ce n'est pas loué. Et pour des plus grosses pièces, des fois aussi, tu as le côté transport, qui peut dépendamment être important ou peu dispendieux. 2 exemples. Un de nos premiers échanges, premières transactions sur la plateforme, c'était 2 compagnies de Ville-Saint-Laurent, ici, le Parc industriel de Ville-Saint-Laurent à Montréal. Et c'était une compagnie qui cherchait à faire sandblaster, à faire sabler des racks en acier. D'habitude, elle est à Mirabel pour ça. Okay? Mais il était incapable, ce fournisseur-là à Mirabel, de faire le contrat à temps. C'était débordé. Donc, à travers BizBizShare, il a trouvé une compagnie qui fait du poudrage électrostatique, mais qui avait une grosse sableuse, une grosse machine à sabler, là, une pièce à sabler en fin de compte, à 500 mètres, sur la même rue, dans le même parc industriel. Et ils ne se connaissaient pas. Donc, ça, c'était un exemple très rapproché. Maintenant, tout récemment, on a fait une transaction de contreplaqué, justement, comme j'ai dit, d'un Béramère de Trois-Rivières avec une compagnie de Rimouski. Ça a coûté cher de transport. Je ne le cacherai pas. C'est beaucoup plus cher que ce que la compagnie d'habitude aurait voulu payer. Mais le besoin était tellement criant, puis une rupture d'inventaire tellement importante que pour lui, ça valait la peine d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vraiment du cas par cas. On voit de tout présentement sur la plateforme. Ça me prendrait ça pour trouver un livre de beurre ou un peu de lait chez les voisins autour. Quand tu arrives, tout est fermé. Surtout avec les couvre-feux des derniers mois, c'était difficile des fois. Si jamais il y a une version pour consommateurs, moi, je vais être un Mais oui, mais écoute, Uber offre quand même de la bonne bouffe. Il y a déjà ça, là, sauf que... Non, mais c'est fantastique de voir qu'avec BizBizShare, les besoins des entreprises sont tellement variés. C'est une coche au-dessus, c'est pas comme il manque de beurre, tu demandes à ton voisin, as-tu de la margarine, ça fait l'affaire. Avec des besoins industriels, c'est très spécifique. Et quand on découvre qu'à 500 mètres, il y a une compagnie qui peut faire on économise des fortunes. On prend du contreplaqué, ça coûte cher de transport, mais ça évite qu'un projet soit retardé, que toute la construction et tout ce qui découle. Je trouve ça fantastique comme possibilité. Bravo. Merci beaucoup. On parle de BizBizShare. Le site, c'est quoi l'adresse du site? Comment on peut voir cette plateforme? Oui, donc c'est bizbizshare.com. Ça, c'est notre plateforme principale. On en a une aussi dédiée à la construction qui s'appelle bizbizconstruction.com. Oh! Et ouais, un petit twist ici que je vous amène. Et ça, c'est une plateforme qu'on a lancée tout récemment en partenariat, en co-entreprise même, avec l'APCHQ, qui est le plus gros regroupement de constructeurs d'habitation au Québec. 18 000 donc, les gens qui viennent rénover les maisons peuvent aller là-dessus pour trouver des morceaux clairement. Exactement. C'est offert par l'APCHQ en partenariat avec nous. Excellent. Bon, ben, lisez, si vous, parce que les rénovations de maisons, ça commence, là, ça fait longtemps que ça dure, en fait, mais un bon truc, si vous avez un contracteur, parlez-lui. Elliot Dagneault, merci beaucoup, chef de la direction de BizBizShare et maintenant de BizBiz Construction, du produit du site Accès à la construction. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alain, merci Pascal, ça fait un plaisir. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. C'est bien chouette, ça pour les trucs dans le frigo, là, quand l'épicerie est fermée. Là. J'aime comment tu ramènes au personnel, alors que c'est vraiment magnifique pour des je pense qu'on ne se rend pas compte de toutes les ramifications d'un retard, d'un délai. Je vulgarise bien. C'est de la bonne. Mais effectivement, c'est très une façon vulgaire. Mais écoute, ce qu'ils ont fait avec la PCHQ, c'est surtout, point de vue consommateur, là, ça, c'est un bon point parce que les 2x4, ça coûte une fortune. Le bois de contreplaqué coûte une fortune. Oui. Les matériaux, des fois, sont... Puis, tu sais, ça prend juste une machine, puis ça fait une différence. C'est ça. Ça débloque tout un chantier qui autrement ne pourrait pas avancer quand tu te rends compte qu'il y a un tuyau qui... tu brises la pièce pendant l'installation, tu brises une poutre, tu as besoin d'une poutre. Eux autres, ils en ont besoin juste dans 3 semaines. Je trouve ça brillant comme façon d'optimiser les choses. Du bon monde chez Une Tasse de Tech. Est-ce qu'on a mentionné, je vais mentionner nos commanditaires pour la saison, on a mentionné GoDaddy.ca, on a mentionné TELUS, C23, et il y avait aussi InfoBref qu'on voulait peut-être mentionner. Oui, InfoBref, qui effectivement, en fait, c'est notre partenaire au niveau de l'information, au niveau de l'actualité. Et puis, puisqu'on est dans les mentions, avant de lancer notre 3e segment, je vais juste rappeler à tout le monde qu'Une Tasse de Tech, puisqu'on en parle, peut être visionné en direct en ce moment même. J'aime ça jouer sur ce concept de c'est en direct maintenant. Personnellement, je ne peux pas être plus en direct que ça. Évidemment, vous pouvez l'écouter et le voir en différé sur notre page Facebook, facebook.com/Une Tasse de Tech. Même chose sur YouTube.
youtube.com/une tasse de tech, où on découpe aussi en segments. Donc, si vous voulez revoir une entrevue, vous voulez revoir un essai de produit, vous voulez revoir une actualité plus spécifique, ça se trouve sur YouTube. Si vous avez plus le goût de nous entendre dans vos écouteurs de Bluetooth de haute qualité, vous avez tout à fait le droit. Nous sommes sur les plateformes de balado d'Apple. Est-ce qu'on va utiliser un outil d'abonnement payant, tu penses, pour une tasse de tech? Bonne question. Ça augmenterait les revenus, mais ce que je serais triste, je vais faire un petit point de vue éditorial là-dessus. Je trouve que les podcasts qui sont offerts exclusivement sur une plateforme, c'est mal. Qu'ils soient offerts sans publicité sur une plateforme, qu'ils soient offerts à l'avance, qu'ils soient offerts en primeur sur une plateforme, je peux comprendre, mais qu'ils ne soient offerts que sur une plateforme, je trouve ça mal. Il y a beaucoup de grosses transactions de podcasteurs qui sont sur Spotify, qui sont sur Apple Podcast. Et là, on est obligé de changer d'application. Je pense même à Radio-Canada avec Audio. C'est un diffuseur public. J'aimerais qu'on puisse... Ouais. Ah oui, c'est encore plus approprié dans le cas d'un diffuseur public. Tu as tout à fait raison. Ouais. Et encore une fois, qu'on les écoute sans publicité sur une plateforme, qu'on les écoute à l'avance, tout à fait légitime, mais qu'on ne puisse que les écouter sur une plateforme, ça m'embête un peu. Je trouve qu'il y a de l'anticoncurrence là-dedans. Donc, si on peut avoir des revenus supplémentaires grâce au podcast Apple, j'aime ça. Oui, de toute façon, nous sommes sur les différentes plateformes, que ce soit Apple, que ce soit Google qui est rendu, je pense, YouTube, quelque chose, en tout cas, Spotify, Pocket Cast, tout ça, grâce à un partenariat avec le groupe 73 de la famille Cogeco. Et vous pouvez l'écouter donc en version audio à votre guise. Tout est disponible de maintenant, de cet épisode-ci, à tout ce qu'on a fait dans les 5 dernières saisons. C'est quand même beaucoup de stock. Oui. Il y en a en tabarouette. Et un truc que je peux donner aux gens qui écoutent des podcasts, soit en déplacement, soit en faisant du sport, moi j'ai cours en écoutant des podcasts, on peut les écouter en accéléré. Ça reste très, très compréhensible, même à 60% dans mon cas. On commence à 10, on commence à 20, on augmente lentement, mais sûrement notre oreille s'y fait. Et on peut écouter des podcasts d'une heure, de 45 minutes en 20 minutes, très, très facilement. J'aime beaucoup. Parlant d'écouter des choses, j'ai réalisé la semaine dernière une entrevue qu'on va vous diffuser dans les prochaines, à peu près une dizaine de minutes. J'ai rencontré Jean-Philippe Courtois, qui est le vice-président senior et président des opérations mondiales de marketing et de vente pour Microsoft. M. Courtois, vous allez le voir, est un francophone, ce qui est déjà un gros plus, parce que c'est rare qu'on a des hauts dirigeants de grandes entreprises multinationales qui parlent français, ce qui nous a permis de discuter de la relation entre Microsoft et Montréal. Et vous allez voir qu'il va beaucoup nous parler de cloud, d'info, c'est la même chose, d'info numérique, d'intelligence artificielle. J'ai voulu savoir s'il allait avoir un impact pour Montréal dans le projet d'acquisition de Nuance qui est annoncé il y a quelques jours, il y a quelques semaines maintenant. On vous passe ça tout de suite, l'entrevue donc qui a été réalisée. Vous allez le voir avant que je me fasse la barbe. Mais qui est effectivement très révélatrice sur ce que Microsoft voit dans Montréal aussi et pourquoi l'entreprise investit ici. Qui est flatteur, en fait, pour la métropole parce qu'effectivement, il y a un virage techno à Montréal et on ne le souligne pas assez souvent. Alors, je vous passe ça tout de suite. Et je vais vous mettre le volume. Déjà quelque chose d'assez... Et en plus, il y a beaucoup d'actualités chez vous en ce moment qui concernent, qui touchent en fait Montréal, donc ce qui est quand même intéressant pour moi. Oui. Et là, j'essaie de retrouver mes questions pour être dans l'air de ce que je vous proposais. Évidemment, les suggestions, la suggestion d'entrevue a été faite avant que vous annonciez, que vous confirmiez votre intention d'acquérir Nuance. J'ai rencontré des jeunes Nuance à Montréal il y a quelques années. Ils font beaucoup de choses, pas seulement pour la santé, mais pour la reconnaissance vocale et des trucs comme ça depuis longtemps. Vu d'ici, vu de Montréal, c'est un autre investissement de Microsoft qui, par la bande, affecte la ville de Montréal. Il y a une belle présence de Microsoft ici. Est-ce que ça va continuer comme ça? Comment vous voyez Microsoft et le Canada, comment vous voyez le Canada et Montréal chez Microsoft là, comme lieu d'investissement? Oui, peut-être tout d'abord, Alain, une réflexion, un commentaire sur cette intention d'acquisition que l'on a faite de Nuance, qui est un prolongement vraiment de la mission de Microsoft. La mission de Microsoft, c'est de donner les moyens à chaque personne, chaque organisation de réaliser son potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée des conditions pour toute entreprise, toute organisation, personne de la planète, d'utiliser le cloud, l'intelligence artificielle, pour réaliser ce qu'elle a de plus cher à son cœur, à sa destinée, à sa réalisation. Donc, ça nous amène à créer des plateformes pour nos clients, ça nous amène à créer des plateformes et des écosystèmes dans des industries, dont la santé.
Et je pense qu'on a tous réalisé, et on réalise tous, parce que malheureusement, c'est pas fini. Je sais que la pandémie affecte durement aussi le Québec et le Canada actuellement. On a tous appris pendant cette pandémie que l'accélération de l'innovation technologique était essentielle pour la résilience et l'innovation, notamment dans la santé, évidemment, puisqu'on a tous redécouvert que c'était un bien commun pour la planète. Et donc, il fallait faire quoi? Il fallait, par exemple, offrir des solutions d'innovation immédiate pour détecter la COVID-19. Ce qu'on a fait avec nos plateformes qu'on appelle Power Platform, qui sont ces plateformes de low-code, no-code, qui ont permis, littéralement en quelques jours, quelques semaines, à des établissements hospitaliers dans le monde, à NHS au UK, 1,3 million de soignants, d'avoir immédiatement des applications mobiles cloud pour détecter le Covid, orienter les patients vers un hôpital où il y avait la capacité et les traiter. Donc finalement, l'intention d'acquisition de Nuance, pour revenir à la question, elle s'impose dans le cadre de cette stratégie qui consiste à dire on veut offrir un certain nombre de ces services intelligents d'intelligence artificielle et notamment de reconnaissance de la voix et d'autres algorithmes disponibles chez Nuance pour aller vraiment offrir cet écosystème de santé à tous les acteurs de la santé et en accueillant sur notre plateforme plein d'acteurs. Alors Montréal et en particulier est un lieu sur lequel, évidemment, j'ai eu le plaisir d'aller, me rendre, visiter à plusieurs reprises. Maintenant, c'est digital aujourd'hui, avec Teams, et dans lequel il y a évidemment, plus qu'une histoire, un futur sur l'IA qui est très important. Et donc, on sait bien que Nuance a des développements et des investissements importants aussi à Montréal. Et donc, Microsoft, qui a aussi une très belle présence, je pense, à Montréal et au Québec en général, va évidemment, dans le cadre de ce développement stratégique, pouvoir renforcer, j'allais dire, notre contribution à l'innovation de l'IA au sens large, pas seulement que de la santé. C'est, au point de vue macro, au point de vue de tout ce qui est cloud de Microsoft, ça semble être une stratégie qui vous distingue beaucoup de ce que fait Amazon, Google, IBM, en étant plus des généralistes dans l'offre de services cloud. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que d'autres secteurs verticaux comme la santé, d'autres secteurs que la santé en fait, soient ciblés par des applications comme celle-là? Oui, je dirais ce qui nous distingue vraiment, c'est la chose suivante, c'est qu'on va être une entreprise qui va aider d'autres entreprises à devenir des acteurs digitaux, des entreprises digitales. Et on ne va pas les remplacer dans leur métier, jamais. On ne va pas faire leur métier et on ne va pas devenir des concurrents d'une banque, on ne va pas devenir des concurrents d'un distributeur. C'est très différent, je pense, d'autres sociétés technologiques qu'on respecte, mais qui sont des agrégateurs de données. C'est-à-dire qu'elles ont j'allais dire, un modèle économique qui vise à collecter beaucoup de données, à utiliser ces algorithmiques pour désintermédier des secteurs entiers de l'économie. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de permettre à des entreprises, je ne sais pas, par exemple comme Hydro-Québec, comme Desjardins, pour parler d'entreprises bien connues au Québec, de devenir des banques digitales, d'innover dans la relation avec leurs clients de la manière la plus sécurisée possible en utilisant la puissance du cloud l'IA. C'est ça qui nous distingue vraiment des autres acteurs et qui nous amène à créer des partenariats stratégiques avec beaucoup de clients dans différents domaines, comme TD, par exemple, au Canada, avec lequel on a annoncé un partenariat stratégique très important à base de cloud et d'IA. C'est bien ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est un beau petit coup de coude dans les codes de vos concurrents. Non, c'est la lecture, je crois, la lecture très concrète de ce marché, des acteurs qui activent ce marché, oui. Oui. Ben, en tout cas, on regarde des chiffres, puis Azure, clairement, est en croissance assez accélérée, donc c'est intéressant de voir ça. Il y a quelque chose, j'ai pas vu de chiffres, peut-être que vous en avez publié, puis je ne les ai pas vus, par rapport à l'adoption de Teams au fil de la dernière année. C'est une application qu'on voyait peu, et là, maintenant qu'on voit partout, ça quand même c'est assez gros que ça aussi. Oui, je dirais qu'on a eu pendant cette pandémie qui continue quatre grands phénomènes dans lesquels Teams joue un rôle très important. Le premier, c'est le travail à distance pour partout, en gros. Le deuxième, c'est tout devient digital, tout est digital. Le troisième, c'est de responsabiliser, d'équiper, motiver les premières lignes de réponse qu'on appelle les first-line responders. Et le quatrième, c'est vraiment l'accélération de la transformation digitale. Et finalement, il y a un point commun à tout ça, c'est qu'il faut une épine dorsale collaborative qui est Teams. Et Teams, c'est une plateforme, le dernier chiffre connu pour répondre à votre question, publié, est de plus de 115 millions d'utilisateurs de Teams sur la planète. Et en réalité, il y a plus dans le domaine de l'éducation également, mais il y a eu un développement massif de l'usage de Teams, pas simplement pour faire des meetings digitaux tels que celui qu'on a aujourd'hui dans ce podcast, mais également
pour avoir des sessions de brainstorming, d'avoir des sessions de whiteboarding, avoir des sessions également avec des applications. On peut avoir des applications dont je parlais tout à l'heure, Power Apps, qui sont invoquées et utilisées au cœur de Teams, au cœur de métiers très différents, pour des banques, pour des distributeurs, pour des acteurs de la santé, par exemple, très bons exemples, je pense, dans lesquels vous avez de superbes solutions, au Canada aussi, pour aider à distance, évidemment, des médecins avec des patients pour faire de la détection de Covid. Et on a des très beaux exemples, Providence Healthcare au Canada. On a aussi cette très belle application développée par CAE, CAE Injection, vous avez sans doute entendu parler, qui concerne tout le traitement de la vaccination avec des applications mobiles à distance qui peuvent être aussi renforcées avec l'usage de Teams. Voilà, il y a plein d'exemples qui montrent que c'est devenu quelque chose de fondamental dans le monde hybride que l'on vit. Oui. Au Québec spécifiquement, je pense que Microsoft a eu une belle relation avec le secteur scolaire, définitivement. On voit de beaucoup de produits. Puis là, évidemment, Teams est rendu, j'ai 3 enfants et les 3 hier étaient en même temps à la maison, chacun sur son propre Teams. C'était un peu fou. C'est maison Teams. Heureusement, j'avais une bonne connexion Internet parce que sinon, ça aurait été tout un casse-tête. Est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que c'est temporaire? Vous voyez plus une accélération d'une tendance qui était déjà en place, qui va se poursuivre et qu'on peut s'attendre à ce que le secteur de l'éducation adopte un peu plus ces outils-là de façon durable? Oui, on est convaincu que le secteur de l'éducation, réellement, au-delà de la pandémie, est en train d'adopter de manière durable ces outils, comme les entreprises, comme les gouvernements aussi d'ailleurs, hein, les États, parce que je pense que tout le monde s'est rendu compte que le monde va changer de manière durable. C'est pas simplement le temps de l'arrêt un petit peu de la pandémie, et que toute personne, selon sa fonction, son travail, va devoir travailler soit dans un environnement dit hybride. Et l'hybride, ça veut dire qu'on aura du digital, des fois on aura du présentiel, des fois on a un mélange des deux. Et donc Teams va être en train de vraiment connaître un grand déploiement, justement parce que c'est devenu une plateforme. On a même annoncé le futur de Teams dans le domaine, on appelle ça Viva, dans le domaine finalement de l'équilibre de la performance des gens, de la collaboration et du well-being, du bien-être. Ça veut dire qu'on est capable, avec là encore de l'intelligence artificielle sur Teams, de dire à Alain qui utilise Teams tant d'heures par jour, qui fait telle chose, de lui recommander un certain nombre d'utilisations mieux équilibrées des outils. Voilà, une pause, de faire peut-être une séance de méditation qu'on offrira au travers de services également, pourquoi pas, et bien d'autres services intelligents pour que l'information vienne à la personne et que la personne puisse avoir cet équilibre personnel. Et du coup, au niveau d'une entreprise tout entière, c'est énorme, parce qu'on sait tous l'enjeu de ces outils digitaux. C'est que les gens ont travaillé beaucoup aussi, et des fois plus, à des heures pas raisonnables. Et ça, c'est pas durable. Donc, ça veut dire qu'il faut offrir des fonctions intelligentes, pas pour réguler, mais pour équilibrer la vie des entreprises. Et c'est ce qu'on va offrir avec Teams. Ouais. C'est vrai que Teams est devenu une plateforme. Je voyais d'ailleurs les derniers produits annoncés là, sur le laptop 4, des choses comme ça, intègrent. Les autres écouteurs aussi, je pense, intègrent. Oui, totalement, oui. Ça prendrait une machine espresso qui intègre Teams. On appuie, puis la conférence démarre et le café coule. Ça serait excellent. Exactement. Et puis un petit massage en même temps pour vous. Ah, ben oui! Il y a un truc parce que Teams, devient une plateforme et un environnement virtuel. Puis l'autre plateforme à laquelle je pensais quand je pensais éducation Microsoft, c'était HoloLens. J'ai vu au fil des dernières années dans vos conférences appliquées dans des situations qui semblaient encore un peu marginales. Est-ce que ça aussi, c'est en train de profiter de ce virage numérique-là comme plateforme? Oui, alors il y a eu l'annonce d'un accord avec l'armée américaine très important, on a entendu parler, qui est considérable dans un cadre donné, de mission donnée, évidemment, de la défense d'un pays. Mais la réalité, c'est qu'HoloLens est utilisé dans plein de cas d'usage. Dans les usines, par exemple. Dans les usines, pour permettre à distance, évidemment, dans des conditions de sécurité respectées, de pouvoir intervenir sur des problèmes de production, des problèmes de qualité. Il y a un très bel exemple aussi, une société, j'ai cité tout à l'heure, CAE, avec lequel on a un partenariat justement sur HoloLens et qu'ils utilisent pour la formation aussi bien de personnels médicaux, en milieu hospitalier, chirurgical, que pour des pilotes, des pilotes d'avion futurs. Un très bel exemple dans l'hôpital général juif aussi à Montréal, je crois, dans lequel il y a une utilisation aussi d'HoloLens très avancée, justement pour respecter évidemment les problèmes de distance et les problèmes sanitaires et d'avoir un impact médical aussi très fort. Donc il y a des tas d'usages qui se multiplient aujourd'hui dans les milieux économiques, industriels, de ces expériences holographiques. Et on a annoncé en plus sur notre cloud Azure récemment ce qu'on appelle Azure Mesh,
qui est un environnement justement de réalité mixte qui vont permettre d'avoir vraiment des expériences assez bluffantes, presque d'avatar, j'allais dire, et de se connecter dans le monde avec un impact vraiment collaboratif très fort dans un environnement donné. Voilà. Et tout ça, ça fait partie vraiment du futur très proche de Teams également, d'HoloLens et de ce genre de technologie ensemble. Faut essayer les HoloLens pour comprendre le potentiel. C'est assez fou ce que ça permet de faire. La réalité mixte, c'est fascinant. Puis, quand je voyais l'annonce de Mesh et de la plateforme de Lune Rouge, là, qui est la société de divertissement montréalaise de Guy Laliberté, oui. Là, c'est Hunai World, quelque chose comme ça. Pour le secteur du divertissement spécifiquement, c'est quand même assez intéressant. Il y a un gros mouvement vers la réalité augmentée, virtuelle, mixte. Et vous êtes avec les HoloLens présents depuis quand même quelques années là-dedans. Est-ce que ça va rester? Est-ce que vous voyez quelque chose qui va devenir mainstream là-dedans ou ça va rester quand même relativement marginal comme cette application? Alors, nous, on est convaincus que ça va avoir une utilisation importante dans le domaine économique que je viens de vous décrire, c'est-à-dire le domaine des entreprises. Oui, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas au niveau du grand public également. Mais en tout cas, nous, on est très focalisés sur ces scénarios par industrie. On a parlé de la santé, on a parlé du milieu industriel, manufacturing aussi, de milieu, par exemple, de l'automobile, pour faire du design de voitures, là encore, ou assister des processus de vente à distance, etc. Il y a plein d'usages qui sont en train vraiment de se démocratiser et qui, couplés avec le cloud, surtout, c'est surtout ça, permettent, et l'intelligence artificielle permet d'avoir des modèles apprenants et des modèles d'assistance de formation à distance extrêmement puissants. Vite cocher tous les clouds, intelligence artificielle, réalité mixte. Il y a quand même il semble avoir une certaine logique dans tout ce que Microsoft fait depuis quelques années vers le cloud, vers justement les applications que vous avez développées. C'est intéressant de voir parce que c'était un petit peu plus éclaté que ça il y a quelques années. Oui, je pense qu'on est très focalisé sur notre mission déjà d'entreprise, qui est vraiment de donner les moyens à chaque personne, organisation, à réaliser ses ambitions. Et pour le faire, on investit dans un portefeuille d'innovation substantiel. On investit près de 17 milliards de dollars de R&D par an quand même, donc c'est des investissements conséquents. On investit aussi dans une infrastructure cloud, hyperscale, à très grande échelle, dans plus de 60 pays, dont le Canada et le Québec. Très important parce qu'on a annoncé encore des extensions au Canada et au Québec récemment de ces infrastructures de cloud pour nous permettre d'innover auprès des clients et de transformer l'économie et la société avec ce type de technologie. Je vais vous poser deux dernières questions rapides. La première, peut-être un peu plus sérieuse, mais quand même, là, vous avez du jeu vidéo à Montréal, de la recherche en intelligence artificielle. Il y a maintenant possiblement là, un labo de nuances qui pourrait joindre à tout ça. Vous avez des activités, évidemment, éparpillées un peu partout. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'il y ait un gros bureau de Microsoft éventuellement à Montréal qui regroupe tout ça? Alors, je sais ça n'a pas été rendu public, Elisa, donc on a travaillé sur nos bureaux. Ça reste entre nous. Voilà, il y a de magnifiques bureaux, je sais, qui un jour vont être visibles à Montréal. Ça ne veut pas dire forcément que tout le monde y sera, toutes les unités, parce que ça, c'est encore une autre problématique. Mais en tout cas, oui, vous allez voir de très belles réalisations physiques de la présence de Microsoft à Montréal, je pense, dans les mois qui viennent. Voilà, en espérant qu'on pourra tous se promener physiquement et que je pourrai aussi revenir à Montréal dans la ville, sans même le faire à distance. Voilà. Ah oui, ça va être à suivre. Excellent. Puis, dernière question, c'est en lien avec Nuance, parce qu'ils font, évidemment, je pense qu'ils l'appelaient Nina, qui était leur interface vocale, qui est un peu white label, qui s'offrait entre autres à FedEx et à des compagnies comme celle-là. Est-ce que vous voyez Cortana bientôt avoir un accent montréalais, par exemple? Est-ce que ça pourrait être combiné tout ça pour améliorer Cortana au sens plus général? Je crois que c'est trop tôt pour parler des plans, entre guillemets, de technologie, d'intégration, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des actifs qu'on a réalisés, Cortana en fait partie et d'autres, évidemment. Ouais. Et donc, évidemment, on va pouvoir réfléchir à la meilleure manière d'intégrer un petit peu toutes ces technologies très innovantes de Nuance aussi. Ouais, la sous-question étant, Cortana a encore un avenir et encore une croissance devant elle. Parce que Cortana aujourd'hui est extrêmement utilisé justement dans ces insights, c'est-à-dire c'est difficile en français, les insights, c'est quoi? C'est les astuces, les indices, les révélations qu'on va vous apporter dans votre productivité personnelle. Donc, vous avez peut-être, quand vous allez sur Outlook et Microsoft 365, moi, j'ai chaque matin l'analyse de ce qui m'attend, des documents les plus pertinents.
de si j'ai besoin de répéter une tâche ou pas, ou de rappeler à des gens, voilà, pour si ma mémoire est défaillante, qu'il y a 3 jours, il m'avait promis quelque chose qui n'est toujours pas là, ou que moi, je devais faire quelque chose que je n'ai pas fait, et bien d'autres choses. Donc, Cortana a un rôle très important dans le graphe de la productivité des personnes dans l'organisation du travail. Donc, c'est un outil très important pour nous. Parfait. Il y a les mains se lèvent, hein. Je pense qu'il faut finir. Merci beaucoup pour votre temps. Très apprécié. Merci à la prochaine. Je vais couper ça tout de suite, mais très apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne santé. Au revoir. Au revoir. Jean-Philippe Courtois. Très sympathique. Vraiment, j'espère qu'on... Ah oui, non, écoute, il en a donné, il avait vraiment le goût de jaser, puis c'est parfait parce qu'on avait le goût de savoir des choses aussi. Oui. On remercie Microsoft qui a eu la gentillesse de nous donner accès, parce que souvent, c'est le job de journaliste, hein, ça a l'air facile des fois de poser des questions et ainsi de suite, mais il faut quand même avoir accès aux gens et c'est pas toujours facile. Ces gens-là, évidemment, ont autre chose à faire de leur journée que d'attendre notre appel. Donc, il a pris le temps, M. Courtois, c'est très apprécié. Très, très, très belle entrevue. Bravo, Alain. Très, très... J'espère qu'on va revoir M. Courtois en personne bientôt à Montréal. On pourrait l'avoir à une tasse de tech. Je suis sûr qu'il y a d'autres secrets de Microsoft qu'on pourrait apprendre. Une machine à espresso. Scoop, là, fait qu'on en profitera. Une machine à espresso avec Teams. Tu as retenu ça, hein? J'ai retenu ça, Alain. C'était très drôle. On ne fait pas de balado une tasse de tech pour rien. La tasse dans une tasse de tech n'est pas le fruit du hasard. En tout cas. Merci beaucoup, Alain. Ben, écoute, ça fait plaisir. Merci à toi, Pascal, d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine, n'est-ce pas? Merci à tout le monde qui nous a regardé et ou écouté. C'était une longue celle-ci parce qu'on avait du bon contenu. On vous revient la semaine prochaine avec une plateforme qui pourrait vous aider à financer votre mariage. Ou un voyage, un projet de vie, en vous appuyant sur la sagesse des foules sur Internet, parce qu'effectivement, il y a des foules sur Internet qui peuvent être sages. Là, il n'y a pas juste du méchant et du négatif. On va parler de ça la semaine prochaine. Entre-temps, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin d'hiver. L'hiver des Indiens, c'est juste on va l'inventer. Voilà, une bonne fin d'hiver des Indiens. L'hiver des Indiens. On vous souhaite évidemment une bonne semaine. On vous invite à aller visiter nos archives d'une tasse de texte. Sinon, Pascal, je te souhaite aussi une bonne fin de journée. Merci beaucoup. On remercie nos commanditaires. TELUS, GoDaddy.ca, C23, Info Bref, et à la semaine prochaine, Alain. Salut tout le monde!